Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Contre-champ, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui décrypte chaque mois les conditions de production et les processus de création de ce qui nous est donné à lire, voir et entendre. Aujourd'hui, quelques temps après l'ouverture en grande pompe allègrement cirée par la critique de la Fondation Vuitton, et alors que l'exposition Jeff Koons au Centre Pompidou bat à la fois des records de fréquentation et de confusion entre musée et marché, c'est à ce que l'argent fait à l'art que nous intéressons. Pour cela, un invité de choix, Christian Bernard, bonjour. Bonjour. Et pour vous questionner avec moi, Olivier Alexandre, comme d'habitude, bonjour. Bonjour. Vous avez été notamment, Christian Bernard, dans les années 80, conseiller pour les arts plastiques pour la région Rhône-Alpes, avant d'être nommé à la tête de la Villa Arson à Nice. Et vous présidez aux destinées, depuis sa création, qui a tout juste 20 ans, du Musée d'art moderne et contemporain de Genève, le MAMCO pour son petit nom. Alors, avant d'en venir à votre vision de ce que peut et doit être un musée d'art contemporain, une vision que vous avez appliquée à Genève au MAMCO, j'aimerais qu'on revienne sur une tribune dont vous êtes un des co-signataires, qui a été publiée sur Mediapart à l'occasion de l'ouverture de la Fondation Vuitton, à propos de laquelle je vous propose d'abord un petit rappel en images puisé dans les archives de BFM TV. Dans l'enceinte du jardin d'acclimatation, un vaisseau de verre, de bois et d'acier. Ce monument aux allures futuristes est la Fondation Louis Vuitton, dont l'architecte avoue avoir été inspiré par un célèbre monument parisien. Ce n'est pas une copie, mais lorsque j'ai réalisé les plans, j'avais en tête le Grand Palais. Je voulais un bâtiment de verre pour que l'on se sente dans un cocon au milieu d'un jardin, comme les jardins anglais. C'est tout cela qui m'a inspiré. Un monument qui est une véritable prouesse architecturale, avec des galeries d'exposition, des salles de projection et même de spectacles. Pour le président du groupe LVMH, c'est un projet vieux de 15 ans. C'est véritablement le plus grand que nous ayons fait à ce jour pour montrer cette volonté d'apporter à notre environnement et de rendre un peu au public ce que nous avons réussi au niveau économique. La Fondation Louis Vuitton ouvrira ses portes le 27 octobre prochain. Quelques mois après cette ouverture, Christian Bernard, on ne va pas revenir spécifiquement sur le cas de la Fondation Vuitton, même si cette tribune dénotait vraiment dans le concert de louanges qui a accompagné cette ouverture. Ce qui est intéressant, c'est le titre que vous avez donné à cette tribune. L'art n'est-il qu'un produit de luxe? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette tribune maintenant? Enfin, d'être un des co-signataires de cette tribune, je vous l'attribue pas en entier. Oui. Non, mais il y avait peu de gens du monde de l'art qui l'avaient signé. C'était ça qui était intéressant aussi. Oui, en effet, et je n'en suis pas un rédacteur, mais j'en suis un attentif signataire, et j'ai suggéré divers amendements. Donc j'assume parfaitement ce texte, y compris la modification du titre qui a abouti à celui que vous connaissez. Mais je l'ai, au fond, surtout signé parce que je me suis rendu compte que j'étais le seul dans mon métier à le faire. Dans le monde de l'art, il y a des artistes, évidemment, qui l'ont signé, quelques-uns, très peu. Il faut noter leur faible nombre. Mais en tout cas, des conservateurs de musées, je crois être le seul à l'avoir fait. Et ça dénote au moins deux choses. Ou la peur, ou l'adhésion, ou la soumission, ou la crainte. Et c'est assez inquiétant de voir comment mes collègues se sont positionnés par rapport à cet épisode qui n'en est qu'un parmi d'autres de l'évolution du monde de l'art. Et ça, ce silence ou cette peur, vous l'expliquez par quoi? Toutes les institutions artistiques sont fragilisées aujourd'hui. Elles sont fragilisées budgétairement, elles sont fragilisées politiquement. Et de ce point de vue, les responsables des institutions ne sont pas enclins à sortir des clous dans la mesure où leur visibilité coïnciderait avec une plus grande fragilité. Et puis, il faut aussi dire que le monde a glissé doucement à droite et adhère de plus en plus à des valeurs comme celles que peuvent porter les grands industriels du luxe. Et il y a quand même une spécificité, Christian Bernard, c'est que vous êtes, vous, à Genève, depuis la tête d'une institution française. Vous auriez pu signer une telle tribune?
C'est difficile de dire ce que j'aurais fait dans de telles circonstances. C'était certainement beaucoup plus facile pour moi de le faire depuis la Suisse, depuis mon exil, non pas fiscal, mais professionnel en Suisse. C'est certain que j'aurais réfléchi différemment. Il est probable que, vu mon grand âge, j'aurais quand même signé. Voilà. Olivier Alexandre, cette tribune s'intitulait « L'art n'est-il qu'un produit de luxe ?» Est-ce que, je vais faire appel au sociologue, mais qui est aussi un peu historien, est-ce que cette contiguïté entre l'art et le luxe, c'est quelque chose de récent ? Récent. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a eu différents âges dans cette longue histoire entre art et commerce. Et le paradoxe, c'est qu'originellement, ils étaient plutôt extrêmement liés. Disons, avant la Renaissance, on avait comme ça une confusion, une porosité entre le commerce, la matière, l'art et l'artisanat même. En gros, à la fondation de ce qu'on appelle l'Académie, avec une date très précise, au XVIe siècle, la création en Italie, par Vasari, à Florence, d'une première académie qui a vécu pendant plusieurs siècles avec des codes très précis, un petit peu repliés, un petit peu protégés, avec les commandes généralement de l'Église et des États, avec quelques grands mécènes au nom fameux tels que François Ier. Et ce système s'est maintenu en gros jusqu'au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle même, à Paris, qui a été la grande scène artistique de ces années, de ces siècles-là, et pour tout un tas de raisons historiques qui sont à la fois démographique, avec une espèce d'afflux de population à Paris, une explosion, une saturation du marché, un effondrement des grands commanditeurs de l'art, comme l'Église, et puis aussi quelques petites inventions techniques, comme par exemple, très benoîtement, le tube de gouache, qu'on a tous connu dans notre enfance, et qui a produit cette grande invention artistique que sont l'impressionnisme et qu'ont été les impressionnistes. Et ce moment très, très particulier qui résonne jusqu'à aujourd'hui dans nos oreilles, correspond un peu à l'image d'Épinal ou le stéréotype dans lequel, et sur lequel on a construit les réputations et la mythologie artistique, qui est un art maudit, un art pauvre, un art qui s'oppose à l'argent, au commerce. Et cette réputation-là, elle est un petit peu fausse, un petit peu erronée historiquement, puisque c'est aussi la période où les artistes, en sortant de l'académie, se sont mis sous la férule des marchands, à commencer par les grands marchands entrepreneurs qui, à travers des contrats d'exclusivité, ont pu comme ça asseoir une espèce de contrôle sur les grands noms qu'on connaît, Manet, Monet, etc., en maîtrisant toute une collection et qui ont pu comme ça compenser la déperdition et l'effondrement des autres commanditaires et instances artistiques. Et ce nouveau régime-là a grossi, s'est développé jusqu'en gros aux années 60-70, où là, on a eu affaire à deux grands mouvements de recomposition, assez paradoxaux d'ailleurs. Le premier, celui d'une internationalisation du marché de l'art, avec Paris qui s'est retrouvé un petit peu en position satellite et périphérique par rapport aux phases antérieures, et l'avènement des grandes institutions muséales. Et de ce point de vue-là, on pourrait s'interroger de savoir si effectivement elles sont dans une situation de fragilité ou plutôt de développement, d'essor, et que cette crise serait plutôt paradoxale et liée à un phénomène de croissance. Et alors, est-ce que par rapport à cette mise en place historique, vous avez l'impression qu'on est vraiment dans un moment de rupture, vous, aujourd'hui, sur ces relations entre art et argent ? Je ne sais pas si c'est un moment de rupture, mais en tout cas, c'est un moment de très grande tension. Je suis globalement d'accord avec ce que notre sociologue a dit, et historien. Je crois d'abord que l'art a toujours été un produit de luxe. Il n'a jamais été autre chose que quelque chose de coûteux, plus ou moins coûteux selon les périodes, les commanditaires, etc. Et le réglage de l'offre et de la demande a varié selon les époques. Mais il n'empêche que l'art a toujours été un produit à part et coûteux. Mais il y a des périodes où il y a plus d'argent qui circule, et c'est par exemple la nôtre, qui est une période où la spéculation financière dégage d'énormes liquidités. Et ces énormes liquidités, elles se mobilisent très facilement sur l'acquisition d'œuvres d'art, qui sont une façon de blanchir aussi des ressources, et façon aisée et officielle et licite de blanchir des ressources. Et de ce point de vue, il n'y a jamais eu autant de liquidités en circulation, il n'y a jamais eu autant de spéculation sur les œuvres d'art. Et elles atteignent, et c'est là où je parle peut-être pas de rupture, mais en tout cas de très très grande tension, une partie des œuvres produites dans le champ artistique, une seule partie, et une partie finalement limitée.
a atteint désormais des prix tellement astronomiques qu'il n'y a plus que le privé qui puisse s'approprier ces œuvres, et qu'en tout cas, à part 2 ou 3 musées dans le monde, plus personne ne peut être compétiteur avec les instances privées. Et ça, c'est une situation nouvelle qui ne s'est jamais produite. Il y a eu des moments de très grand écart, mais pas à ce point. Et donc le monde est faussé parce que les instances qui sont supposées contribuer à l'écriture de l'histoire de l'art, à la décantation, pas seulement du goût, mais aussi des effets d'art et de leur travail, eh bien, elles ne sont plus en situation de le faire avec les œuvres. Mais alors si on continue sur cette notion, effectivement on voit bien qu'aujourd'hui la présence de grands collectionneurs, que peut-être d'ailleurs il faudrait appeler des grands acheteurs, assèche les possibilités d'acquisition des collections publiques. Mais si je prends l'exemple emblématique en ce moment de l'exposition de Jeff Koons à Paris, qui est l'artiste dont certaines œuvres atteignent des dizaines de millions de dollars, on a des exemples au XIXe siècle, par exemple, d'artistes qui reflétaient une époque, peut-être plus qu'une avancée dans l'histoire de l'art, qui ont été extrêmement cotés, notamment tous les pompiers, et ensuite, ça a décanté, et finalement, ils ont perdu leur cote. Alors, est-ce que ce qui est gênant, ce qui est en tout cas problématique avec Jeff Koons, c'est que le marché décide que telle œuvre vaut une somme astronomique? Est-ce que ce qui est gênant, c'est que ça masque peut-être des artistes qui, eux, font peut-être davantage avancer l'histoire de l'art? Ou est-ce que ce qui est gênant, c'est qu'une institution publique comme le Centre Pompidou se trouve là à la remorque du marché? Oui, c'est une question compliquée parce que Jeff Koons cristallise beaucoup d'attention médiatique, comme précédemment a pu le faire Damien Hirst, par exemple, et un certain nombre, très petits, Murakami d'un autre côté. Tout cela est aussi l'arbre qui cache la forêt d'une situation artistique beaucoup plus complexe. Mais je voudrais juste dire que Koons n'est pas forcément un mauvais artiste. Je pense que Damien Hirst est un rigolo, mais que Koons est un artiste réellement intéressant. Que ce soit un artiste de droite, ça c'est sûr. Que ce soit un artiste qui est dans une très grande adhésion avec le système, c'est certain. Mais d'innombrables artistes dans l'histoire ont adhéré au système et au pouvoir et aux forces dominantes. Donc ce n'est pas une chose tellement singulière. C'est en différence par rapport aux mythologies sur lesquelles on vit, mais c'est tout. Mais le Centre Pompidou, comme précédemment, puisque cette exposition a d'abord été montrée au Whitney Museum à New York, où elle était d'ailleurs fort belle et où elle a achevé le cours de ce musée en tant que dans ce bâtiment-là, c'est normal que le Centre Pompidou montre Koons. C'est un artiste qui existe sur la scène depuis 30 ans, qui a scandé régulièrement par son travail et pas par les scandales que telle ou telle œuvre a pu susciter la réflexion et l'offre artistique. Et je suis tout à fait, satisfait de voir qu'une exposition de cette qualité soit montée au Centre Pompidou, à condition évidemment qu'on n'en fasse pas l'alpha et l'oméga de la scène artistique aujourd'hui, parce qu'évidemment ce n'est qu'un tout petit aspect d'une immense activité extraordinairement différenciée et dont les médias ne se préoccupent jamais, il faut bien le dire, y compris les médias de gauche, et que c'est cela qui est un problème. C'est pas que le Centre Pompidou rende compte d'un artiste qui figure sur la scène artistique aussi massivement que Koons, et qui est de loin pas le pire des artistes médiatisés. Je rebondirais volontiers sur cette trame un petit peu bling-bling de l'art contemporain, parce qu'effectivement, de temps en temps, on a l'impression qu'on observe une sorte de blockbusterisation, je vais y arriver, de l'art contemporain, c'est-à-dire avec des grandes vedettes, des grands producteurs aussi qui tirent les manettes, et des espèces de sorties comme ça, comme on peut avoir avec des grandes sorties américaines d'expositions phares, vedettes, qui attirent la lumière. Mais ce qu'il faudrait aussi un peu rappeler, c'est qu'avec l'art contemporain et l'art de façon plus générale, c'est qu'on a affaire à un objet extrêmement singulier d'un point de vue strictement économique, parce que c'est un objet indivisible, comme disent les économistes, c'est-à-dire que la valeur de l'art excède les composants qui ont permis à sa production, contrairement à une voiture, très benoîtement. C'est ensuite un art qui est
indestructible, c'est-à-dire que la consommation de l'art n'épuise pas sa valeur, là encore, contrairement à des biens d'usage extrêmement courants. Et enfin, c'est un art insubstituable, c'est-à-dire que quand si vous avez la chance d'avoir un Munch, par exemple Joseph, dans votre biblier, dans votre chez vous, on ne pourra pas l'échanger contre une autre œuvre d'un Cézanne, d'un Gauguin, etc., etc. Ce sont des œuvres singulières, comme on pourrait les penser dans la grande tradition philosophique kantienne. Et le paradoxe qu'on a à faire, c'est que ces objets extrêmement singuliers amènent à des logiques un petit peu industrielles, économiques, qu'on résume habituellement par la métaphore boursière. Spéculer, boursicoter, créer de la valeur, un petit peu de façon artificielle, et qui sont des logiques et des mécanismes résolument opposés, et du coup scandaleux pour tout un tas de personnes qui appartiennent au monde de l'art, qu'on observe aujourd'hui avec tantôt de l'amusement, tantôt du dégoût. Oui, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Je voudrais juste dire, ces objets ne sont que relativement singuliers. La plupart des pièces de Koons sont des éditions, c'est-à-dire connaissent plusieurs exemplaires. Et c'est aussi le cas de toutes les grandes œuvres des grands ateliers depuis 4 siècles en Europe. Et au salon, on ne pouvait pas acheter le tableau que par exemple, l'empereur avait acheté, mais on pouvait commander une copie en grisaille, plus grande, plus petite, etc. Et on avait des duplicats. La duplication des œuvres au sein des ateliers, c'est une vieille histoire. C'est pas nouveau. C'est simplement aujourd'hui peut-être plus lucratif. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez évoqué cette notion de blockbusterisation. Très compliqué à n'est-ce pas, et effectivement, c'est un phénomène qui n'est pas récent, mais qui n'a cessé de s'accentuer dans le monde des musées, et qui a commencé effectivement à travers des grands musées comme les musées, disons, de la côte est américaine, et puis Londres, Paris et l'Allemagne. Il faut se demander un peu d'où ça vient. Ça vient effectivement de la nécessité de produire des événements avec des effets de masse qui permettent de franchir des seuils économiques. Les expositions coûtent de plus en plus cher, quelles qu'elles soient. Elles coûtent de plus en plus cher en termes d'assurance, de transport, de matériaux, d'exigences diverses. Elles coûtent aussi, quand il s'agit d'artistes déjà en vue ou développés, aussi de plus en plus cher du fait des exigences des prêteurs, qu'ils soient privés ou publics, et les exigences des prêteurs publics sont exorbitantes, je dois le dire, y compris celles du Centre Georges Pompidou, à qui je ne prête plus d'œuvres parce que je refuse de payer les frais qu'il impose quand je lui en emprunte. Qui sont de quel montant ? Qui sont très importants, plusieurs centaines d'euros pour une œuvre, et il faut accepter aussi des convoyeurs dans des conditions économiques qui font qu'une œuvre... Un tableau peut vous revenir à 5 000 à 6 000 francs pour le faire venir. Voilà. Francs suisses. Voilà. 5 000 euros. Voilà. Et c'est astronomique, évidemment. Donc, à un moment donné, se sont développées ces institutions politiques que sont les musées, ces grands bâtiments qui ont coûté très cher, qui ont été parfois politiquement difficiles à imposer et qui sont extrêmement chers à faire fonctionner. Chauffer, nettoyer, etc. Je crois que le budget de nettoyage de la Fondation Vuitton, c'est 100 000 euros par an, des choses comme ça, ça donne tout de suite une idée d'échelle. Ces musées se sont retrouvés avec des budgets de fonctionnement insuffisants pour faire tourner la boutique, avec des problèmes de personnel insuffisants, et ainsi de suite. Et c'est vrai depuis le début des années 80, en fait. Ça s'est accentué à différents moments, notamment en Allemagne, au moment de la réunification. Et pour compenser ces difficultés budgétaires, ils se sont recentrés sur une politique d'exposition événementielle. Alors, Matisse et Picasso, Picasso et Matisse, Braque et Matisse, enfin, etc. Toutes ces âneries historiographiques. Et ils ont, de ce fait, inventé le blockbuster qui vous garantit 300 000 entrées, qui vous garantit de boucler votre budget. Et chaque fois qu'ils ont réussi à gagner de l'argent avec les expositions, les pouvoirs publics leur ont dit, vous voyez, vous pouvez très bien faire sans nous. Et du coup, ça a encouragé les pouvoirs publics à baisser leurs contributions, en sorte qu'ils sont prisonniers d'une logique de production d'événements de masse,
pour simplement faire fonctionner la structure de façon ordinaire. Et le Centre Pompidou est pris dans le même type de difficulté. Il doit trouver de l'argent en dehors des budgets de l'État. Et du coup, sa programmation s'en ressent et sa responsabilité scientifique s'en affaiblit. Et une manière de trouver de l'argent, c'est évidemment le mécénat, qui est, je pense, le mot qui concentre toutes les tensions qu'il peut y avoir entre art et argent, entre public et privé dans ce domaine. Dans cette tribune intitulée « L'art n'est-il qu'un produit de luxe ?», vous distinguiez très fermement ce qu'on appelle le mécénat de gens comme Pinault ou comme Arnaud, du mécénat d'un Laurent de Médicis, d'une Peggy Guggenheim. En quoi c'est pas pareil? Quand vous dites vous, c'est un vous collectif, vous le représentant de cette tribune ici. Pour moi, il y a déjà on ne peut pas mettre sur le même plan François Pinault et Bernard Arnault. Hein. Déjà, c'est l'expert d'art contemporain qui parle. Oui, mais de la même façon que je pense que Koons est un meilleur artiste que Damien Hirst. Non, mais on peut le dire effectivement parce que la collection de Bernard Arnault est considérée comme de moins bonne qualité que celle de François Pinault. D'ailleurs, en tout cas, les deux font de la spéculation et de la défiscalisation. Laissez-moi développer mes arguments. Je sais très bien que François Pinault achète et vend et qu'il ne perd pas d'argent en achetant très cher les choses qu'il achète très cher, du moins dans le court et moyen terme. Mais ce dont je suis sûr, c'est que François Pinault, pour lequel je n'ai pas aucune espèce de relation particulière, connaît bien le champ de l'art moderne et contemporain, fréquente les œuvres et les artistes d'une façon réelle, continue, depuis très longtemps. Et qu'il n'a pas que des engagements spéculatifs. Bien sûr qu'il en a. Mais quand il défend Paul Réberol, par exemple, ou d'autres encore, il achète aussi des artistes qui lui plaisent et dont le destin, disons, monétaire est très restreint. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Il est là, il voit les choses. Et je ne fais pas sa publicité parce que j'ai en son temps écrit une tribune plutôt contre sa décision de quitter l'île Seguin. Mais ce qui n'est pas du tout le cas de M. Arnault. Et d'ailleurs, M. Arnault est un sponsor, puisque Fondation Louis Vuitton, c'est une marque. Pinault, ce n'est pas une marque. Pinault est à la retraite, il dépense son argent, il fait comment dire, ce qui lui plaît. Mais là au fond, c'est comme un panneau publicitaire pour la marque Vuitton, cette fondation. Donc déjà, pour moi, il y a une vraie différence. Il y a d'un côté un sponsor qui, d'une façon très pompeuse, a annoncé que dans 50 ans, il ferait don à la France, non pas de sa personne comme Pétain, mais de son bâtiment qui sera en ruine à l'époque. Parce que dans 50 ans, que sera ce bâtiment? Je veux dire, c'est à ce moment-là qu'il coûtera tellement cher à entretenir qu'il sera surtout si on arrête de payer les frais d'entretien. Mais qu'il sera temps de l'offrir à la France. Non, c'est différent. Voilà, je voudrais dire d'abord ça. Ensuite, les collectionneurs, il y en a d'innombrables types, d'innombrables sortes. Et je ne crois pas qu'il y ait un seul collectionneur qui soit indemne de la pensée spéculative. Alors, si on laisse de côté Arnaud et Pinault, qui sont les deux figures emblématiques dont vous montrez qu'elles sont quand même un peu différentes, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que, vu le contexte de vache maigre budgétaire, il est totalement normal, voire louable, que les institutions, et même des institutions publiques, là, parlons de ça, aillent chercher l'argent là où il est. Mais bien sûr, non, mais ça moi-même, quotidiennement, je cherche de l'argent privé que je croise avec de l'argent public et je ne trouve pas ça anormal. Je trouve pas ça. Mais alors qu'est-ce qui distingue un bon d'un mauvais mécénat? Oui, je peux vous en donner différents exemples. Pinault et Arnaud veulent être des acteurs sur le marché. Ils veulent exercer une influence sur le marché. Ils veulent donner le là du goût de l'époque. C'est évident, ils ont une volonté de puissance. Et en plus, ils ne peuvent pas associer leur nom à des œuvres qui seraient de l'ordre de l'échec, ou en tout cas qui n'auraient pas à porter l'idée de la réussite. Donc, non seulement ils choisissent
très précisément ce qu'ils montrent en fonction de l'effet d'image. Et en plus, ils agissent comme des opérateurs sur le marché. Un musée, par exemple, n'est pas un opérateur sur le marché. Il est en face du marché, il est très difficile parfois d'éviter les effets du marché, mais il n'empêche qu'il n'a pas à être un opérateur sur le marché et il n'a pas à dicter un goût ou une vérité, si temporaire soit-elle, au monde. C'est quand même très, très différent. Mais pour rester dans cette histoire, ce qui est vendu dans une fondation comme celle-là, comme à Bilbao, ce n'est pas une histoire artistique, c'est une histoire symbolique, c'est un bâtiment. Interroger... À Bilbao, donc c'est le musée construit aussi par Franck Gehry, comme la Fondation Vuitton. Ce qui montre aussi le côté provincial de Paris, d'aller chercher Gehry après Bilbao, ce qui est quand même... Et après la Cinémathèque de Paris. Et après la Cinémathèque de Paris, qui n'était pas non plus une grande réussite. Mais voilà, ça c'est un côté provincial, mais surtout, interrogez autour de vous les gens qui sont allés à Bilbao et demandez-leur ce qu'ils ont vu à part le musée. Interrogez les gens qui vont aujourd'hui à la Fondation Louis Vuitton, et j'en connais dans ma famille, ils y vont. Mais pour voir le bâtiment, pas pour voir ce qu'il contient. C'est d'ailleurs une des grandes critiques. C'est des contenants. Les riverains se plaignaient de l'installation des bâtiments. Et de la même façon, on peut avoir ce type de critique par la population basque qui disent qu'est-ce que c'est cette histoire d'évasion de flux qu'on donne à des artistes étrangers au lieu de développer la scène locale. C'est une critique qui existe. Oui, simplement pour noter. Ensuite, si on doit parler d'argent, je pense qu'on peut parler un peu précisément. En gros, le marché de l'art contemporain aujourd'hui dans le monde, enfin l'année dernière pour être très précis, c'était 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est le secteur du jeu vidéo, qui n'est pas un petit secteur, mais qui est aussi qu'on peut pondérer. Si on envisage le marché de l'art de façon plus globale, on est aux alentours de 50 milliards d'euros, ce qui représente une économie assez importante, mais on n'est pas non plus dans, par exemple, le secteur de la télécommunication. Cette question-là est, pour l'accrocher et rebondir par rapport à ce qui était dit sur Bernard Arnault, qui sont un vieux couple de duellistes depuis 2 décennies maintenant, c'est vrai qu'on a affaire à des personnalités extrêmement différentes, pas seulement parce que l'un est breton et l'autre vient de Tourcoing. C'est aussi quelqu'un qui vient plutôt d'une classe moyenne avec François Pinault, qui a construit son empire économique pas à pas, et qui connaît le marché de l'art très directement, notamment du fait de son alliance avec sa seconde femme, qui était une antiquaire assez fine à l'époque. Alors que dans le cas de Bernard Arnault, qui s'est bien entouré d'ailleurs, puisqu'il travaille avec l'ancien collaborateur de Jack Lang durant les années 1980, on est dans une logique, une stratégie entrepreneuriale qui implique différents secteurs, puisqu'on a aussi bien associé l'art contemporain que le marché du luxe, que le marché de la haute couture, que le marché du prêt-à-porter. Et au final, cette galerie donne une espèce de pont amiral à un univers plus large. Et de ce point de vue, peut-être le point d'achoppement, le point problématique, c'est qu'effectivement, on a des acteurs qui organisent à la fois l'offre et la demande. Et là, on est vraiment dans la question du mécénat et du levier fiscal, parce qu'effectivement, avec l'investissement artistique, on a tout un tas de dispositifs fiscaux qui invitent à investir sans toujours permettre un contre-don à la suite. C'est-à-dire qu'on a des avantages fiscaux, puisqu'effectivement ça permet très directement de défiscaliser. On a aussi un appel des facilités à la succession avec l'acquisition d'œuvres d'art. On permet aussi de s'affranchir de la franchise fiscale, c'est-à-dire qu'on peut importer à faible coût des œuvres d'art, ce qui présente une incongruité, une singularité si on le compare à d'autres secteurs industriels. Et cet arsenal fiscal permet finalement de concrétiser ce grand rêve des alchimistes de transformer du plomb en or. Et est-ce que, Christian Bernard, il existe face à ce constat des moyens de résister à cette, en gros, pour le dire très schématiquement, privatisation de l'art contemporain et paupérisation des institutions publiques qui en font leur objet ? Oui, il y a forcément des moyens. Il faut réduire la voilure de l'activité déjà pour dépendre moins des contributions extérieures. Mais les cas sont très,
comment dire, différents les uns des autres. On a évoqué deux figures qui font l'actualité en France. L'expérience que j'ai pu vivre en Suisse est très différente. Le musée que j'ai pu développer ces 20 dernières années, pendant 10 ans, il a été porté uniquement par de l'argent privé, ou à 90% par de l'argent privé. Et aujourd'hui, il est financé à 45% par de l'argent privé et 55% par de l'argent public. Les privés qui se sont engagés à créer ce musée avec moi et à le porter ont tenu parole sur leurs engagements financiers et de liberté à mon égard, 20 ans durant. Et ça, c'est ce que tout le monde dit. Non, mais tous les directeurs d'institutions artistiques disent, désolé. Bon, moi j'ai de l'argent privé, mais vraiment je suis libre. Non, ben, je suis désolé, c'est le cas. Et je peux développer ça. En revanche, les instances publiques n'ont pas tenu les engagements qu'elles avaient pris et les financements ont baissé du côté du public et pas du côté du privé. Donc c'est des cas particuliers. Mais ça, c'est à peu près ce que disent tous les directeurs d'institutions culturelles, qu'en dépit des financements privés ou publics qu'ils ont, ils gardent leur liberté. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre un directeur du MAMCO que vous êtes et, comme on l'a vu, des anciens ministres de la Culture ou des anciens directeurs d'institutions culturelles qui rejoignent les équipes de Pinault et Arnaud? Oui, on pourrait par exemple se demander quelles expositions ont été déprogrammées pour faire l'expo Jeff Koons, pour la financer notamment. Vous savez ça? Je vais demander à M. Seban. Non, il y a des cas de figure très différents et il y a des pays de cultures différentes quant à l'art et quant à la responsabilité culturelle et politique. Et de ce point de vue, l'expérience que j'ai pu vivre en Suisse ne pouvait pas se produire semblablement en France. L'initiative en Suisse, c'était une initiative privée. 20 ans durant, une association se mobilise, au bout du compte, on crée ce musée avec une fondation privée, et cette fondation privée le finance 10 ans durant à 90%. Après, les pouvoirs publics nous rejoignent dans une fondation publique et un accord tripartite est en acte aujourd'hui depuis 10 ans. Il n'empêche que les privés ont toujours, d'une part, tenu leurs engagements financiers, année après année, montant en puissance, et aujourd'hui encore, tandis que les pouvoirs publics ont beaucoup de mal à tenir leurs engagements publics. Et là, il y a une disparité, justement, qui est intéressante, d'autant plus que dans mon contrat, et pendant 10 ans, je n'ai pas eu de contrat, parce que la parole suffit en Suisse, ce qui change beaucoup par rapport à d'autres pays, mais... Ça tient aussi pour les banques. Absolument. Et bien, pendant 20 ans, personne n'a jamais cherché à m'influer sur mes choix d'aucune façon. C'est un fait. Et je mets au défi quiconque de prouver le contraire. Ce serait vraiment abominable. C'est une aventure particulière. Mais pourquoi c'était possible? Aussi parce que les privés qui se sont réunis pour soutenir le projet que j'ai porté, c'était des gens évidemment aisés, et parmi les gens les plus aisés de cette ville, de Genève, mais c'était des gens donc qui avaient un standing avec des œuvres d'art chez eux, contemporaines, et pas seulement contemporaines, mais ce n'étaient pas des collectionneurs au sens où on l'entend, acteurs sur la scène se faisant connaître par leurs achats, etc. Et c'était surtout des gens qui ne connaissaient pas grand-chose à la scène de l'art contemporain et qui n'ont pas prétendu la connaître à ma place. Et donc il n'y a pas de bon argent public et de mauvais argent Non. privé. Mais alors c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui on est quand même gêné aux entournures sur cette présence de l'argent privé dans le monde de l'art contemporain? C'est vraiment, pour le dire autrement, est-ce que c'est le volume ou est-ce que c'est la manière de le faire? Ça peut être l'un et l'autre, mais en l'occurrence, le musée d'art moderne et contemporain de Genève, c'est le musée d'art moderne et contemporain de Genève. Ce n'est pas le musée de M. Nordman ou de M. Darrier ou de M. Mirabeau qui ont financé ce musée. C'est des vrais noms que vous donnez là? Oui, c'est des vrais noms, c'est pas un secret. Ils sont écrits à l'entrée du musée. Ces gens n'ont jamais essayé de mettre leur nom sur le musée, ni leur choix. C'est un fait. C'est peut-être lié à la culture helvétique. Il y a d'innombrables acteurs privés de l'art en Suisse qui soutiennent les musées plutôt que de développer leurs propres projets. On voit
beaucoup de fondations privées s'ouvrir avec beaucoup de lustre et d'écho, et puis quelques années plus tard, VGT éclore. Jean-Marc Salomon, par exemple, à Annecy, avait ouvert une fondation, il l'a fermée au bout de quelques années. C'est tout à fait courant. Je crois que les institutions privées ne sont pas pérennes et qu'il n'y a que l'action publique qui peut faire espérer un peu de pérennité. Puisqu'on parle aujourd'hui dans Contre-champ des rapports entre art et argent, j'aimerais qu'on regarde une courte vidéo datant de 1961 où un artiste que vous allez tous reconnaître parle justement de son rapport assez aisé à l'argent. Mais non, en plus, je dois dire une chose parce qu'il y a des gens qui pensent que j'aime tellement l'argent parce que je vais faire des choses de bienfaisance ou je vais employer l'argent d'une façon plus ou moins chrétienne et pas du tout parce que à mesure que j'aime l'argent, je deviens de plus en plus avare. C'est-à-dire mon complexe anal se rétrécit et vraiment j'aime l'argent juste pour l'idée d'avoir la banque qui se remplit tous les jours de plus d'argent, mais pas pour en faire rien. Juste pour l'idée de la puissance, l'idée symbolique, l'idée pure de l'argent pour l'argent. Pendant que le magnéto diffusait, vous rappeliez le surnom de Salvador Dali, enfin l'anagramme? Oui, Avida Dollar, c'est André Breton qui avait inventé ça. Et ça lui va très bien. Là, Dali en oncle Picsou, c'est assez drôle. Mais ce qui est moins drôle, c'est qu'aujourd'hui, on oublie beaucoup tous ces aspects abominables de Dali, y compris ses compromissions avec le franquisme, et qu'on en fait un artiste tout propre. Il y a une question que je me pose dans ces rapports entre art et argent, qui est de savoir si ce qu'on a décrit jusque-là, notamment l'augmentation des volumes financiers en jeu, a des effets sur les œuvres. Est-ce que les œuvres se conforment par exemple aux riches acheteurs, enfin à ce qui peut être entreposé dans une datcha ou dans une villa d'Abu Dhabi? Est-ce qu'il faut des œuvres au contraire exposables? Est-ce que par ailleurs il y aurait aussi des formes de monumentalisation? C'est plus facile à dire que blockbusterisation, mais je me suis quand même trompé. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous remarquez des changements des œuvres? L'argent n'est jamais sans effet. Et les acheteurs ne sont jamais sans influence, ça c'est sûr. Alors il y a, je ne sais pas, par exemple Murakami, il en fait au kilomètre pour autant de murs que possible chez Monsieur Pinault. On voit bien que là, il y a un rapport direct entre les moyens disponibles, les espaces disponibles et la proposition de l'artiste, si on peut parler de proposition. Il y a aussi toute une série de propositions artistiques dont on parle peu, mais qui sont là pour satisfaire au goût des oligarques russes qui sont plus bling-bling que d'autres, et ainsi de suite. Ça, c'est des productions intermédiaires. Mais il y a aussi des effets positifs de l'argent en circulation. Il y a des artistes qui peuvent réaliser des œuvres d'une très grande qualité technique, pratique, grâce à des moyens dont il n'aurait pas disposé si le marché n'était pas si actif. C'est jamais aussi simple que ça. La disponibilité de l'argent pour un certain nombre d'artistes a été l'occasion de faire des œuvres de grande classe. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas rien. Parce que on a connu des périodes où trouver quelques milliers de francs, à l'époque des francs, et pas seulement des francs suisses, pour réaliser quelque chose était un casse-tête. Aujourd'hui, c'est évidemment moins difficile, pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre, et ça permet de produire des objets de très, très grande qualité, et aussi simplement plastiques. Mais est-ce qu'on a un peu le même phénomène qu'on a dans d'autres industries culturelles, à savoir que, comme on dit, le gagnant, enfin le haut du panier prend tout? C'est exactement la même situation, et ce qui est assez troublant d'ailleurs, parce que finalement, quand on regarde, notamment si on s'intéresse au Kunstkompass, qui est cette boussole de l'art, qui est un classement publié chaque année à la rentrée et qui donne la hiérarchie de l'art contemporain en croisant tout un tas d'indicateurs à partir des gens qui construisent et qui habitent le monde de l'art, on s'aperçoit qu'on a une grande stabilité au cours des années, voire au cours des décennies, ce qui est assez troublant pour un secteur qui est fondé sur l'invention, l'innovation, le nouveau, le renouvellement, et qui est très dévoreur aussi de nouveaux talents, y compris chez les entrepreneurs, avec notamment, on peut parler en l'occurrence de la bourse LVMH pour les jeunes créateurs. Donc effectivement, on a tout à fait un univers qui est à la fois extrêmement hiérarchisé,
à géométrie variable, plutôt à géographie variable, parce qu'on a, des émergences et des réémergences. Je pense notamment au cas de l'Italie, du côté artistique, et évidemment la mère patrie de l'art, et qui, depuis quelques années, on observe un renouveau, et également une évolution de l'économie ou de la scène artistique et des institutions muséales, avec des pays comme la Chine, les BRIC, les bien nommés BRIC, on a parlé de la Russie, mais également le Brésil, l'Amérique latine, qui sont de plus en plus actifs sur cette scène. Alors Christian Bernard, le MAMCO, le Musée d'art moderne et contemporain de Genève, que vous dirigez depuis maintenant 20 ans, depuis sa fondation, vient donc de célébrer son 20e anniversaire. Pour le public de Mediapart qui n'aurait pas eu la chance d'aller à Genève depuis 20 ans, je vous propose de le découvrir avec un petit film de facture promotionnelle, mais fait pour ses 20 ans. C'était un 14 juillet. Il faisait très chaud. Where are you coming from? J'avais l'intention de me rendre au musée. Très vite, je me rends compte que devant moi marche une femme. Et plus je m'approche du musée, et plus je me rends compte que cette femme est toujours devant moi, et je la suis. Baby. Ce qui fait le MAMCO, c'est avant tout l'idée qu'un musée doit chaque fois se réinventer à chaque exposition. L'esprit du MAMCO, depuis le premier jour, c'est un musée qui ne veut dominer personne, qui se veut, je dirais, horizontal, démocratique, accueillant, où les œuvres ne vous regardent pas de haut. Une énorme mémoire. C'est une plateforme d'échange et une plateforme internationale. Il n'est jamais vraiment dans une forme arrêtée. Donc c'est un film qui vous a été offert par un mécène. Là, on a Absolument. encore un bon usage de l'argent privé, on va dire. En quoi le MAMCO n'est-il pas un musée comme les autres? Qu'à peu près quelque chose encore que disent tous les directeurs de musées. Que leur musée est vraiment n'a rien à voir avec les autres. Ah bah, son directeur signe des tribunes, c'est le premier, Oui, c'est vrai. c'est remarquable. Je n'ai jamais entendu mes collègues dire ça aussi clairement. Mais en tout cas, moi, je crois que le MAMCO n'est pas tout à fait un musée comme les autres. D'abord, quand il s'est ouvert, c'était simplement une usine désaffectée, hein, que nous avons occupée progressivement avec des moyens très limités. Et en partant d'une idée très très simple, c'était que ce qui nous intéressait, c'était l'expérience vécue par le visiteur. Et le visiteur du musée n'a rien à faire de savoir si l'œuvre appartient à X, Y ou Z. Ce qui compte, c'est la situation ou l'enchaînement des situations expositionnelles qui lui sont proposées. Et donc, nous avons considéré que le musée, c'était une fabrique de situations expositionnelles continuellement renouvelées. Au fil du temps, nous avons constitué une collection qui est au fond la trace de tout ce qui a été produit, mais au départ, il n'y avait pas le trésor qu'il fallait faire valoir, mais l'idée du travail qu'il fallait développer. Et jusqu'à présent, je ne connais pas d'autres musées qui, 3 fois par an, changent sur plus de 4000 mètres carrés, 90% de son offre, et qui ne distingue pas, dans ces renouvellements 3 fois par an, les collections permanentes et les expositions temporaires qui considèrent comme un tout l'ensemble des situations expositionnelles proposées. Et de ce point de vue, cela nous distingue quand même assez nettement de beaucoup de musées, compte tenu des moyens très restreints qui demeurent les nôtres. Notre budget est très faible, c'est un budget de 4 500 000 francs suisses annuels, tout compris. Donc c'est quand même pas une institution considérable. Voilà. Au bout de 20 ans, on a fini par développer une collection de plus de 3000 items qui nous appartiennent, qui sont inaliénables, à quoi s'ajoutent plus de 3000 items qui sont déposés par plus d'une centaine d'amis, c'est-à-dire des artistes, des fondations, des collectionneurs. Et avec ça, on travaille à donner un nouveau visage 3 fois par an au musée, en
considérant que ce qui compte, c'est ce que crée l'exposition comme plus-value sémantique et esthétique et sensorielle pour les œuvres. Et ça, c'est un travail qui est de chaque instant et qui concerne chaque détail de la réalité de l'espace. Voilà. Et donc, on travaille à une autre échelle que la plupart des autres musées, c'est un fait. Et on le fait sans l'idée d'accumuler autre chose que des événements de mémoire qui créent une communauté sur notre territoire. Et cette communauté, elle existe aujourd'hui. Ce sera ma dernière question, Christian Bernard. Le MAMCO, effectivement, dénote, n'est pas dans la veine de ces musées d'art contemporain qui sont créés récemment, du Guggenheim de Bilbao à la Fondation Vuitton, en passant par le Maxi de Rome, fait par l'architecte Zaha Hadid, qui sont plus des monuments que des instruments, qui sont des formes de sculptures géantes où l'enveloppe, effectivement, importe souvent plus que le contenu. Et bien que le MAMCO ne soit pas justement dans cette veine, vous avez récemment signé un texte qui s'intitule « Crépuscule du musée ». Alors, il y a un point d'interrogation à la fin. Est-ce que vous pouvez me résumer ce texte de 10 pages en 2 minutes? Oui. Non. 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 Mais pourquoi? Il est quand même étrange ce texte parce qu'on a aussi l'impression qu'on est dans une ère de patrimonialisation, de musification de toute chose. Bien sûr. Donc, pourquoi est-ce que vous, depuis le MAMCO, vous signez un texte comme ça? Parce que je crois que nous vivons une révolution anthropologique très forte, que les usages du temps se modifient considérablement, que les nouvelles générations ont des pratiques culturelles extrêmement différentes, que la disponibilité des esprits pour le temps de l'œuvre rétrécit, par exemple, et que c'est pas un problème, c'est un fait. Voilà. Et on le constate. Notre public de visiteurs, tel qu'on l'identifie et le connaît, a tendance à vieillir, même si on a aussi des jeunes, mais il a tendance à vieillir parce qu'il y a un autre rapport au monde qui est en train de s'établir à travers les nouveaux médias, les réseaux sociaux, etc., qui comment dire, périphérise ce type d'institution, qui est une autre manière de dépenser son temps, à quoi on s'est désaccoutumé. Voilà, ça c'est un facteur. Il y en a une dizaine d'autres qui sont énumérés dans ce texte, mais c'en est un, et je n'en conçois aucune mélancolie. Je constate juste que le rapport aux images, par exemple, a changé considérablement ces 15 dernières années, et que le musée n'est plus qu'un des lieux possibles où prendre du champ pour réfléchir à l'art, mais en tout cas, il n'est plus central. Et une dernière question, 20 ans à la tête d'un musée, c'est pas trop? Non, pas du tout. Je trouve même que c'est passé très vite. C'est parce que ça se passe en Suisse, qui est le pays de l'art du temps, et Jean-Luc Godard l'a bien compris. Merci beaucoup, Christian Bernard, d'être venu dans nos studios du Passage Brulon, et donc bon anniversaire au MAMCO. Olivier Alexandre, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Contre-champ. Merci à tous les deux.